Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau. J'espère que le break fut nice pour vous tous. En tout cas, nous, moi, j'ai passé un bon moment parce que j'adore évidemment. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de vivre en live et en direct ce type d'événement. Stéphane nous a rejoint, fidèle au poste, pour la dernière partie de ce programme. Mais avant cela, on va quand même aller regarder d'abord quelles sont les réponses que vous avez données, et puis votre niveau d'expertise aux uns et aux autres. Donc, eh bien voilà, vous les observez comme moi. Pour la première partie, CXI pour Customer Experience Interaction, puis l'application mobile, et puis le Speech Analytics. Mais le plus important est de savoir si vous avez un niveau d'expertise bon, voire très très bon, et c'est ce que nous regardons tout de suite. Bon, je ne l'ai pas devant moi, donc ça, je ne peux pas le... Ah, voilà, il arrive. Très bien. Bon, 76%, je l'ai vu assez rapidement. Donc, je rappelle, super expert, expert en devenir, apprenti expert, ne peut pas devenir expert pour l'instant ou n'est pas expert pour l'instant. Ça, je n'y crois pas du tout. Voici les pourcentages. Merci. Pourcentage. Donc, 76% d'entre vous, imaginez... 3/4 d'entre vous est super expert. Et puis après, on a une petite répartition, mais ce qui prouve que voilà, vous avez besoin encore peut-être de nos invités pour augmenter votre niveau d'expertise. En tout cas, on le voit par rapport à chacune des questions qui sont posées. Vous êtes toujours high level. Il y a vraiment, il n'y a aucun souci. Très bien, en tout cas, je vous félicite. Et c'était donc la dernière question et la dernière slide. Bien, il est temps maintenant de passer à cette dernière partie. Nous sommes ensemble, je le rappelle, jusqu'à à peu près midi. Eh bien, nous allons passer à Nice Guest. Voici le jingle et nos invités que je vous ai fait découvrir déjà dans la coulisse il y a quelques minutes. Client, cœur d'une stratégie d'entreprise pérenne et durable. Quelle place doit prendre la culture client au sein de la stratégie d'une entreprise? Quelle importance doit-on lui donner dans la pérennisation de son entreprise? Et si son existence est-elle donc indiscutable? Sa mise en œuvre est parfois complexe et longue pour beaucoup de sociétés. Donc, condition sine qua non, ce que j'ai noté, c'est qu'elle devra nécessairement être portée par le top management. Et ça, je l'ai noté parce que j'ai écouté l'ensemble des invités. Vision et perspective et anecdotes, c'est ce qu'on va découvrir maintenant avec nos deux invités, Michel-Édouard Leclerc et Marie-Louis Julien. Alors, j'ai préparé pour vous, parce que vous vous êtes préparés aussi, et je le vois là, si on peut faire un plan un peu général de la table, vous voyez, ils sont venus vraiment équipés, ils ont bossé le sujet. Michel-Édouard Leclerc, pour vous présenter, même si, évidemment, tout le monde vous connaît, vous incarnez la marque éponyme créée par votre père. Vous avez enrichi l'identité de l'enseigne en ajoutant aux valeurs historiques qu'elle défend, le consumérisme compris, comme un accès avec le plus grand nombre à des produits de qualité et au meilleur prix. Et ça, c'est important de le souligner. Celle de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable, c'est aussi à souligner. Vous avez donné des impulsions fondamentales à l'enseigne, notamment son développement à l'international, la structuration du groupement et l'élargissement de l'offre Leclerc Service. Bien, à vos côtés, délégué général de la marque, Association pour le management de la réclamation client, vous êtes au pilotage d'une communauté d'entreprises de plus de 600 acteurs de la relation client. Marie-Louis, 15 années d'expérience, citation, transformer le pépin en pépite, ça je l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, vous en avez fait un livre qu'on va pouvoir remontrer là tout de suite, fait par Michel-Édouard Leclerc, qui fait la promo de Marie-Louis. C'est aux éditions Vuibert, si vous voulez vous le procurer. Mais vous n'êtes pas venu faire la promotion de cet ouvrage, vous êtes surtout venu échanger, partager évidemment vos bonnes pratiques, Marie-Louis, sur le sujet qui nous réunit donc dans ce dernier virage. La culture client, cœur d'une stratégie d'entreprise pérenne et durable. J'ai envie de dire, comme le disait Nicolas Boileau, c'est qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. La culture client,
C'est quoi? Je voudrais une définition. Et je vous interrogerai aussi, Michel, Édouard Leclerc. Et puis, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, quand on parle de culture client, on parle aussi d'expérience client? Est-ce que c'est la même chose, Marie? Alors pour que les mots viennent aisément, je suis venu doté d'une petite définition académique, enrichie par Daniel Arret, qui en fait présente la culture client, on peut dire également l'orientation client, comme étant les croyances et les valeurs partagées qui définissent des normes sociales, qui placent la satisfaction durable comme un objectif principal de l'entreprise. Donc, pour répondre à votre deuxième question, où on parle ce matin et dans beaucoup d'enceintes d'expérience client et de culture client, on est donc bien là sur deux choses différentes. Et là, il s'agit de ne pas se tromper de guerre. La culture client, c'est, si je devais le redire autrement, peut-être l'âme qui peut habiter l'entreprise et qui, de là, va définir des parcours, qui va définir une expérience client. Et cette expérience client qui sera proposée à donner à vivre aux clients sera évidemment intimement liée à la culture de l'entreprise. Et donc, en fonction de la culture de l'entreprise, l'expérience client sera de l'ordre du chemin de croix ou plutôt du lead rose. Et donc, si on avait également à définir ce que peut être l'expérience client, et j'en finirai là, c'est peut-être effectivement d'imaginer, d'organiser avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise une satisfaction en bande organisée, donc de remettre tout le monde dans la culture au service de l'expérience client pour délivrer une satisfaction et évidemment répondre de manière utile aux attentes du client. Vous êtes à la fois d'accord avec la définition et finalement cette différenciation, cette nuance entre l'expérience client et l'expérience client? C'est pas une nuance pour moi. La culture, on l'a ou on l'a pas. Dans le cas des centres Leclerc, et j'estime de tous ceux qui sont sur le front de la clientèle, c'est-à-dire quand on est dans le B2C, ça doit être de l'ordre de la stratégie. C'est stratégique, c'est statutaire. Je veux dire qu'on s'appelle La Poste, qu'on s'appelle Orange, qu'on s'appelle Leclerc, Lidl. Je pense que c'est statutaire. Et après, les expériences clients, elles évoluent. Moi, je vous le disais tout à l'heure, j'ai 45 ans de métier. Le parcours des clients, l'expérience client, elle a énormément évolué dans notre secteur, mais dans la vie, quoi. Aujourd'hui, les jeunes, de mon temps, les jeunes allaient en discothèque et on parlait d'un temps révolu. Et aujourd'hui, ils s'éclatent chez eux. L'expérience client, quand on est distributeur d'alcool, quand on est distributeur de matériel de sportif, etc., ça a complètement changé. Il faut s'adapter. Et donc, la culture de l'entreprise, c'est ça, c'est d'être d'abord en écoute des demandes sociales, des demandes même individuelles, c'est les analyser, c'est de regarder les capacités à répondre ou se les donner, et c'est secréter une satisfaction du client et rectifier quand ça n'est pas le cas. Et en fait, donc on a bien une stratégie qui doit être constante, mais qui est renouvelée dans ses applications au gré des satisfactions et insatisfactions des clients. C'est notre ADN, en fait. J'ai envie de vous poser cette question-là, refaire un comeback ou un flashback dans le passé. Vous dites 45 ans d'expérience. Qu'est-ce qui a changé? Mais rapidement, qu'est-ce qui a changé entre il y a 45 ans, peut-être 20 ans, et puis aujourd'hui? C'est d'abord la société qui a changé. Du point de vue de la distribution, quand mon père et ma mère créent les centres Leclerc, on sort du marché noir, mais c'est très difficile de trouver du sucre, de l'huile, pas cher. On est une société encore très rurale en province. Et en plus, il va y avoir dans la décolonisation des effets, des impacts sur certains marchés, tout le Maghreb. Et donc, mon père veut lutter contre le marché noir. Avant lui, ça s'appelle le commerce. Commercer, c'était acheter le moins cher possible pour vendre le plus cher possible. Après lui, ça devient acheter le moins cher possible, mais pour revendre le moins cher possible. Il y a un acte social qu'il inscrit d'ailleurs dans la charte fondatrice des centres Leclerc. Quand quand réagissent à mon père les grandes chaînes succursalistes familiales, les grandes familles françaises qui avaient le commerce en province, mon père apprend à gérer des supermarchés, on sort de l'épicerie, on apprend la comptabilité, on apprend à créer des chaînes logistiques. Et il fait monter en puissance les centres Leclerc. Arrive Carrefour, Marcel Fournier, 1964. Je suis à l'école à Viry-Châtillon. Il ouvre sur le plateau de Viry-Châtillon, à Sainte-Geneviève-des-Bois. C'est quelqu'un qui a une autre vision et qui se dit c'est la civilisation de la voiture. La France, l'État français pousse l'industrie automobile. Les Français sont libres avec l'automobile. Donc on va à l'extérieur des villes implanter des magasins. Leclerc se dit c'est pas moi qui vais
critiquer ça. C'est le client choisit ça, donc j'y vais aussi et il relève le défi. Et quand les hard discounters arrivent en France, le Lidl, il réagit de la même manière. Et aujourd'hui, avec l'arrivée d'Amazon, ben là aussi, il y a des pratiques, il y a des demandes qui s'élargissent énormément. Il n'appartient pas de défendre notre rente. Si on regarde ce que veut le consommateur, c'est-à-dire tout, il faut essayer de se repositionner. Aujourd'hui, nous avons décidé que les centres Leclerc seraient multicanales. Et on a une offre sociétale, une offre commerciale et sociétale, j'insiste, on en reparlera, qui essaye d'y répondre. Ça ne veut pas dire qu'on y réussit, mais vous voyez, en fait, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure dans la présentation, je ne pense pas que j'ai changé les fondamentaux de l'enseigne. C'est simplement les demandes sociales qui s'expriment de manière différente. Et il nous appartient de ne pas faire de résistance et de coller à ces demandes. Et la force des boîtes et leur pérennité, la pérennité des marques, c'est de maintenir leur fonds de commerce. Donc ce sont nos clients qui font les valeurs de nos marques et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Marie-Luce, je vais prendre des notes en écoutant attentivement Michel-Édouard Leclerc. Moi, je traduis un peu ça par finalement le client est roi dans cette histoire. Le client est roi. Alors le sujet est amusant parce qu'on travaillait récemment notamment avec Neoma pour savoir si le client était réellement roi. Et je faisais juste cette petite aparté en disant que nous, l'histoire avait été assez tragique à l'égard des têtes couronnées. Mais après, voilà, sur le sujet du client et roi, on pourrait aller pendant des heures. Moi, ce que j'ai noté, c'est la notion d'histoire, la notion de famille dont Michel-Édouard nous parle. Ce que vous évoquiez, vous incarnez effectivement une marque. Il y a une notion de culture, il y a une question d'histoire et qui, moi, me semble être en parfaite résonance avec le sujet de la culture client qu'on évoque ce soir et qui n'est pas incompatible avec le fait qu'il faille s'adapter aux tendances, aux attentes et aux exigences de nos clients. Alors, je voudrais vous entendre aussi sur, aujourd'hui, le gain pour une entreprise de mettre comme destination sur son GPS la culture client. Parce qu'on a bien différencié quand même les deux en début d'émission. Ouais. Quand vous mettez, vous, cette fameuse direction, ça veut dire quoi pour Michel-Édouard Leclerc et son groupe? D'abord, ne pas mettre le client dans son GPS, c'est dégager. Je vous parlais de mon antériorité dans le métier, c'est pas que j'en ai la nostalgie, mais c'est quand même un bel exemple de démonstration. Toutes ces marques qui ont disparu, Continent, Remarché, Rallye, Record, les Coop, le mouvement Coop en France, qui se disaient consuméristes, ils ont tous dégagé. Donc pourquoi ? Parce que quelque part, ils ont failli. C'est le consommateur qui a quitté les magasins, qui n'est pas venu dans ces marques. Donc déjà, le premier gain, c'est d'exister. Les problèmes de la Poste, les problèmes de nos banques, dans la fermeture des guichets, la numérisation, etc., c'est qu'il ne faut pas que la technique l'emporte sur le lien avec le client. Et donc, c'est le sujet, c'est la raison d'être de nos entreprises, de satisfaire les clients. Et donc, pour moi, le premier gain, c'est ça. Après, il y a des gains capitalistiques à bien le faire. Il y a des gains patrimoniaux à bien le faire. C'est-à-dire que, à partir du moment où vous avez cette constante, que votre marque devient le repère de votre ville et que même en faisant de l'extension de gamme, on vient chez vous, et même si vous n'étiez pas attribué, on vient quand même chez vous, il y a un rapport de confiance, ou pendant la crise du Covid, on vient plutôt chez vous que chez d'autres, voilà, ça vous permet de maintenir une clientèle, ça permet de la développer, ça vous permet d'enrichir un panier, un caddie, pour parler... Et là où la personne venait pour acheter de l'épicerie, elle part avec un voyage, avec Leclerc Voyage, et elle va en parapharmacie. Vous voyez, et donc, pour faire court, ce n'est pas un plaidoyer pro domo, mais les entreprises aujourd'hui de la distribution qui font la course en tête sont des entreprises qui, justement, travaillent spécifiquement cette relation avec la clientèle. Marie-Louise Julien. Je ne peux être que d'accord avec Michel-Édouard Leclerc sur ce point également. Je pense que la culture client, c'est ni plus ni moins que de se donner à nous en tant que marque le droit de jouer dans encore quelques mois ou quelques années. Cette culture client, cette orientation client, finalement, c'est cette capacité de savoir quelles sont les attentes des clients, quelles sont les attentes de la société pour pouvoir y répondre de manière cohérente. Écouter, c'est finalement savoir qu'est-ce qui peut être amélioré dans mon entreprise en termes de services, en termes d'innovation, en termes de procédure, en termes de positionnement. C'est aussi se donner la capacité, ni plus ni moins, d'être en capacité d'innover. Donc il y a une question d'innovation, il y a une question capitalistique qu'évoquait Michel-Édouard. Finalement, être en capacité d'écouter le client, c'est se donner la possibilité, notamment sur le sujet de la réclamation client, de resatisfaire un client, et donc de le refidéliser, et donc de doper la recommandation de l'entreprise pour doper la performance financière, pour être en capacité finalement demain de pouvoir également innover, investir d'autres champs. Et puis un troisième point qui me semble également très important sur la culture d'entreprise, c'est finalement être en capacité finalement de transformer son organisation, et ça c'est un mot
j'ai envie de dire, très buzz marketing, très tarte à la crème, et auquel toutes nos marques sont confrontées. Et pour reprendre une autre citation d'un autre dirigeant qui nous vient outre-Atlantique, c'est, je crois, Lou Garchner, patron d'IBM, qui nous disait: pendant longtemps, j'ai cru que la culture faisait partie du jeu de l'entreprise, faisait partie du jeu pour gérer une entreprise, et je m'étais trompé. En fait, la culture, c'est le jeu, c'est le bac à sable sur lequel, en tant que dirigeant, je me dois d'interférer pour doper mon entreprise. Stéphane Bléton, une réaction, là, on est voilà, dans la définition, dans cette forme un peu de conviction aujourd'hui de ce qu'est la culture client. Vous partagez à la fois ce que dit Michel-Édouard Leclerc et Marie-Louise Julien. Alors, je ne peux que partager, et puis on va rebondir sur tout ce qu'on a dit cette matinée. C'est l'humain est au cœur de tout. L'humain en tant que client, en tant que collaborateur. En tant que collaborateur, on est aussi un client. Et donc, il faut focuser. Et un point très important que j'ai noté, j'ai pris un certain nombre de notes, mais c'est que le client choisit, j'y réponds, et ne pas y répondre, c'est perdre sa clientèle. Je pense que c'est très important. Oui. Il faudrait le mettre entre guillemets, citation, et ça va apparaître sur Wikipédia, ça. Ça, c'est sûr, Wikipédia va le récupérer. Merci, Michel-Édouard Leclerc. Alors, quels sont les bénéfices liés à une réelle culture, orientation client, et surtout, comment elle peut s'exprimer au quotidien? Parce que ceux et celles qui nous écoutent, il ne faut pas que ça paraisse abstrait, évidemment. Concrètement, comment on fait pour exprimer cette culture client à la fois dans vos magasins et puis vous, évidemment, dans les conseils que vous prodiguez? Alors, la manière dont elle peut s'exprimer, et je pense que c'est dans certaines entreprises une question notamment de confiance, a priori à l'égard du client. C'est-à-dire quel est le regard qu'on porte sur ce que va me dire le client. Est-ce que j'ai une défiance a priori à l'égard de ce que me raconte le client, ou au contraire, est-ce que j'accueille ce que me dit le client avec bienveillance? C'est, je crois, Orange qui avait cette formule que je trouvais délicieuse, qui était de l'intelligence dans l'application des procédures. Et donc, ce point de l'intelligence dans l'application des procédures me fait aller sur le terrain des collaborateurs. C'est finalement quelles sont les marges de manœuvre que je donne à mes collaborateurs pour être eux-mêmes en capacité d'écouter, de satisfaire et d'engager finalement le client. Ça, voilà, c'est des types d'expressions. Après, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais la question aussi, c'est comment on fait pour embarquer finalement l'ensemble de l'entreprise dans cette orientation client. Comment on fait pour embarquer l'ensemble de l'entreprise? Michel-Édouard Leclerc, répondons. En même temps, faisons des mix. Comment on embarque? Pour le vivre, je pense que ça ne marche que si toute l'entreprise est embarquée. C'est-à-dire que s'il y a une faille dans la vision de l'entreprise, si la communication boursière fait sortir des résultats spectaculaires d'un côté, et de l'autre côté, le même discours entrepreneurial dit j'ai trop de coûts, je ne peux pas augmenter mes salaires et je suis obligé d'augmenter mes prix, ça ne va pas, quoi. Je pense par exemple aux compagnies de transport en ce moment, ça ne le fait pas. Donc il doit y avoir une unité de discours, une unité de force entre l'expression, par exemple dans mon groupe, depuis le magasin, jusqu'à celui qui incarne la marque ou ceux qui collaborent avec lui. Donc c'est pour ça que, par exemple, je crois que c'est important, parce que, comme le disait l'écrivain Boileau, ça doit se dire et ça doit se faire comprendre. Et donc, dans la complexité de nos métiers aujourd'hui qui entretiennent la relation client, il m'appartient, par exemple, incarnant la marque, de trouver des mots simples pour aller dans les émissions grand public, pour aller crédibiliser ce que le public entend en magasin ou voit en magasin. Très peu de chefs d'entreprise le font. J'appartiens à une génération où on le faisait. Antoine Riboud est quelqu'un qui a porté Danone beaucoup, le Club Med, même Henri Giscard d'Estaing et Dassault portait Dassault, Michelin portait Michelin, etc. Alors là, il y avait des adéquations de noms, c'était des marques éponymes, mais quand même, ça le fait fort. Et aujourd'hui, un jeune promoteur de start-up, il porte le programme de son entreprise. Après, moi je pense que la relation client dans les centres Leclerc, c'est l'acte fondateur. Aujourd'hui, sur les 600 propriétaires de magasins, tous ont signé une charte qui a été écrite du temps de mon père, et donc au millénaire dernier, dans lequel ils s'engagent sur une politique consumériste axée non seulement sur les prix, mais aussi actualisée sur la qualité. C'est-à-dire qu'ils respectent tout ce qu'on appelle un quali-score chez nous, et parce qu'on oppose trop facilement le prix bas à la qualité, donc les deux doivent être respectés. Et les collaborateurs doivent être associés, puisque mon père était un ancien militant gaulliste de gauche, intéressement, participation, c'était dans les années 60, c'était un grand vecteur managérial, et effectivement une manière d'intéresser les collaborateurs, c'est de leur faire participer aux fruits de l'entreprise. Et participer aux fruits de l'entreprise, c'est les mettre dans la capacité d'exercer une vraie
Et ça favorise la culture client? Beaucoup, parce que d'abord, la culture client chez nous, elle part du magasin. C'est-à-dire que les propriétaires de magasins sont les propriétaires de l'enseigne. Et les propriétaires de magasins font la stratégie de l'enseigne. Moi, pour me présenter, on me dit je suis le président de Leclerc. En fait, c'est rien le président de Leclerc. Je suis l'ambassadeur, je suis l'influenceur des deux côtés, mais c'est d'abord 130 000 personnes dans 600 magasins qui font l'expression commerciale et, j'insiste, sociétale de l'enseigne. Faute de quoi, je suis un type qui part sur orbite et qui est déconnecté, et donc pas crédible. Ouais. Donc c'est ça, je pense que la relation client, c'est la raison d'être de notre enseigne. Ça devrait être la raison d'être de la Poste, de nos banquiers, de nos opérateurs téléphoniques. Et je pense que c'est ce visage-là. Et le jour où je dérape, le jour où j'ai failli moi-même, c'est quand j'ai peut-être trop répondu à mon amont, à la pression du monde rural, à la pression de la politique ou du monde industriel. Si le discours n'est pas clair vers l'aval et s'il est perturbé par un discours corporatiste, par exemple, ça ne marche pas. Marie-Louis, Julien, j'entends ce que dit Michel-Édouard Leclerc. Quelle est votre version, vous, pour l'inoculer, la viraliser dans le monde de l'entreprise? Parce que Michel-Édouard Leclerc, évidemment, le dit très très bien, mais toutes les entreprises ne sont pas au même niveau aujourd'hui. Comment faut faire? Alors, il est vrai que quand on a un dirigeant qui est convaincu justement de la nécessité d'être orienté client, ça facilite beaucoup les choses. Souvent, quand DG veut, Dieu veut, on n'a pas dans toutes nos organisations la chance d'avoir des personnes qui soient effectivement convaincues. Et donc, ça va passer, je pense, notamment par des démarches qui peuvent être symboliques, mais également très pratiques. Nous, on observe, par exemple, dans nos entreprises, notamment sur le sujet de la réclamation client, que rien que le fait de mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui concourent à l'expérience client pour définir ce qu'est une réclamation client, c'est un premier pas, justement, sur la prise en compte de ce que va vivre le client, de ce qu'on doit lui faire vivre, et que le client, certaines fois, peut ne pas être du tout satisfait dans nos entreprises. Et le fait de définir ce qu'est une réclamation, c'est ni plus ni moins le fait de normaliser, quelque part, le fait que dans une relation de marque, et ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, entre une marque et un consommateur, c'est comme dans un couple, des fois, il y a des très hauts, puis des fois, il peut y avoir des gros bas. Le fait de définir ce qu'est une réclamation, c'est finalement lui donner droit de cité dans l'entreprise, et d'éviter... C'est la reconnaître. C'est la reconnaître, et c'est aussi l'accepter. Et c'est de se dire, le sujet, on ne va pas le cacher dans le placard, justement, on va accueillir le sujet, on va l'affronter ensemble, et du coup, ça libère la parole. Donc ça, par exemple, le fait de définir la réclamation, c'est un sujet qui peut paraître tout simple, mais qui marche. Il y a aussi la nécessité, je pense, pour beaucoup d'entreprises de reconnecter, alors ça peut paraître caricatural, mais de connecter le siège, et pas que d'ailleurs, aussi les fonctions back-office avec le front-office. Il y a quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles, à une époque, le fait d'être en contact avec le client, finalement, tu n'as pas vraiment bien réussi dans ta boîte, sinon tu devrais avoir tes 30 ou 40 mètres carrés de bureau à tel étage. Donc c'est aussi de reconnecter des populations, des métiers qui souvent ont été déconnectés peut-être un peu de la réalité de ce qui se passe dans nos magasins, dans nos banques, dans nos agences de voyage, tout ce que vous voulez dans nos bus. Et donc le fait de proposer par exemple des Vie ma vie, c'est l'occasion peut-être pour un qualiticien ou un juriste de se rendre compte que finalement effectivement ce qu'on fait vivre aux clients, certaines fois ça ressemble à un chemin de croix. Et le fait d'intégrer ça, c'est peut-être se mettre à la portée, s'ajuster à ce que vit le client et pouvoir y répondre. Dans le top 20 des entreprises préférées des Français, il y a des entreprises qui ont su se remettre en cause. Je pense à Yves Rocher, par exemple, cette marque, très challengée par L'Oréal. L'Oréal elle-même est une boîte qui travaille énormément la relation client. Yves Rocher a super performé. Carrefour était dans la panne pendant ces 5 dernières années. Aujourd'hui, toute leur reconquête, et ça a l'air de marcher, se fonde sur le regroupement de tous les magasins et toutes les forces de vente sur la relation client. C'est spectaculaire. Et au fond, et Amazon, au fond, tout le monde en parle, mais Amazon, au départ, c'est un logisticien. Sa seule promesse, c'est de rendre disponible. Mais regardez aujourd'hui les publicités d'Amazon, ils viennent sur une promesse commerciale et pas simplement dans le prime, ils viennent sur une politique de prix. Et donc, on voit bien qu'après avoir tâtonné, le faire soi-même, ne pas le faire, Amazon devient aussi une promesse commerciale. Mais la relation client est au cœur de tout ce dispositif. Est-ce que pour autant on doit copier-coller des Amazon ou des Netflix? Est-ce que chacun ne doit pas trouver aussi sa façon d'accompagner En citant des exemples et en ne parlant pas que de Leclerc, je veux montrer que c'est le cœur, qu'on soit petit ou grand, et surtout si on est petit et qu'on veut émerger, automatiquement...
les plus souples, les plus agiles devraient être les meilleurs. Parce que tout le monde parle de l'intelligence artificielle, de l'exploitation des données, etc. Vous n'y croyez pas, Michel Edouard Leclerc ? Mais ça ne... Enfin, je veux dire, s'il suffisait d'avoir la donnée pour être un bon commerçant, on n'existerait pas. Parce que, vous savez, c'est un peu comme le duo Giscard-Chirac. Je sais, c'est d'une autre époque, mais on disait Giscard, il est super intelligent, et Chirac, il est moins intelligent, mais il compense par son dynamisme, il est fonceur, son compagnonnage et le volontariat. Et oui, la data, ça donne des potentialités énormes, mais il faut encore des acteurs pour les mettre en œuvre, et il faut, il faut de la volonté, quoi. Stéphane, j'insiste parce que vous ne pouvez pas vous laisser faire, c'est votre métier, ça. On parle de data, on parle d'intelligence artificielle, vous êtes au cœur de ces préoccupations. Vous amenez une profonde analyse, vous êtes capable de la scorer, vous êtes capable vraiment d'anticiper les besoins des clients. Alors, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, on va fournir les outils. Maintenant, on a, en dehors de la conviction de remettre l'humain au centre, on est convaincu, c'est ce qu'on dit à tous nos clients, c'est qu'un outil sans humain et sans process derrière et sans volonté ne va mener à rien. Donc il y a un vrai travail au changement et à l'accompagnement qui doit se faire. Puis je vais quand même reprendre juste sur un point, on parlait beaucoup des collaborateurs jusqu'au magasin. Là, je vais citer quelqu'un qui est autour de la table et qui dit que l'expérience client, c'est une polyphonie corse, qui n'ose pas le dire, je vais le dire, et qu'effectivement, on est chacun un maillon de la chaîne, et que n'importe quel individu dans l'entreprise représente l'entreprise, et c'est au travers d'elle qu'on vit l'expérience. Oui, mais tous les collaborateurs ne sont pas de fantastiques ambassadeurs. Comment on arrive à essayer d'embarquer Michel Edouard Leclerc, vous qui êtes à la tête de ce groupe, ça doit être en permanence une réflexion. Parfois, ça doit être complexe comme situation. Mais l'intérêt d'une polyphonie, c'est qu'on ne regarde pas chaque voix, on regarde l'ensemble. L'ensemble. Voilà. Ok. Je voudrais quand même vous laisser la parole, évidemment, parce que le sujet est passionnant et on pourrait y rester encore une heure facilement, mais on voudrait quand même que vous puissiez poser vos questions. Donc on est parti faire un tour du côté du chat. Et voici la question pour vous, Michel Edouard Leclerc. Maintenant que votre distribution est multicanale, quels enseignements tirez-vous de cette nouvelle forme de distribution au-delà de vos magasins ? La multicanalité est aujourd'hui une nécessité. Ça correspond à l'ubiquité du consommateur. En fait, moi, ma fierté, c'est de voir à la deuxième génération de Centre Leclerc, des hommes de terrain, comme on dit chez nous, des hommes du carrelage, qui avaient peut-être fait Neoma ou l'ESCA Angers, et c'est eux qui ont été leaders de la transformation digitale chez Leclerc. Et aujourd'hui, on fait 11% de notre chiffre d'affaires à partir du digital. J'insiste, ce sont des gens qui n'avaient pas cette anticipation et qui se sont adaptés, qui sont restés suffisamment agiles. Ça tient au fait qu'on n'a pas discuté de savoir s'il fallait être le meilleur simplement dans notre créneau. On s'est dit il faut aller là où sont les flux de consommateurs. Et au fond, c'est le fondement du commerce. Enfin, pourquoi les marchés étaient mis sur des places en centre-ville? Pourquoi est-ce que les marchés étaient avant l'entrée de l'église ou avant le champ de foire? C'est parce que le commerçant, ceux qui ont des marques, ceux qui ont des offres, doivent se mettre devant le flux des passants. Et donc, je pense que ça dit bien qu'on doit regarder où sont les flux, que font les consommateurs, et c'est très important. Pas simplement dans leur acte de consommer, mais dans leur vie quotidienne. Et à l'heure des réseaux sociaux, où au fond, la jeune génération n'achète plus de journal, n'est plus fidèle à des émissions d'information à la télévision, regarde des podcasts, mais sans les publicités, qu'ils évincent. Comment atteindre ces nouvelles générations? Eh bien, ce n'est pas la peine de dépenser des milliards pour aller sur des vecteurs qui ne vont pas arriver à eux. Il faut aller sur leur propre parcours, qui peuvent être sportifs, qui peuvent être des loisirs, qui peuvent être... Et donc, c'est tout le travail aujourd'hui de la nouvelle génération de commerçants, petits ou grands, digital ou pas, que de se rendre incontournable dans la cité, dans la société. Et je pense d'abord de se dire qu'avant que d'être des clients, ce sont d'abord des personnes. Ce sont des personnes. Et donc, on va s'intéresser à la demande sociale, c'est-à-dire où sont les gens, que veulent les gens, quelles sont leurs craintes, quels sont leurs désirs, qu'est-ce qu'on peut leur proposer, et c'est à nous d'aller vers eux. C'est à nous d'aller vers eux. Donc c'est la fin de la rente. Enfin, c'est une fin réitérée de la rente. Allez, il nous reste 3 minutes d'émission. Une dernière question, Michel Edouard Leclerc, et puis ensuite conclusion avec l'ensemble de l'équipe. Quelles nouvelles compétences pour les conseillers agents, donc qu'ils soient
agile, techno, excusez-moi, parce que j'ai pas mes lunettes, donc je suis obligé un peu de... Pardon Stéphane. Excuse-moi, vas-y. Merci. Intelligent émotionnellement pour livrer un service cohérent avec la multicanalité et différenciant pour les interactions humaines soient valorisées. Faut-il prévoir donc une nouvelle révolution de ces métiers en centre de contact? Ouais, à la multicanalité, il y a la pluridisciplinarité qui déjà... on ne l'a pas acquise, hein, c'est la formation en permanence, en alternance, je crois que c'est très important. D'où qu'on vienne, on peut aller à un autre endroit. Faut surtout pas rester sur nos socles, et ça va très vite. La deuxième chose, il faut avoir des convictions, c'est-à-dire qu'il faut adhérer à cette charte. Et la troisième, c'est qu'il ne faut pas hésiter à déléguer. Je pense que même nous, malgré le succès aujourd'hui abouti de certaines enseignes de distribution, on vient du terrain, on en a fait tout seul, on a été plus chiracien que giscardien, mais aujourd'hui, vous voyez au sens métaphorique, et donc aujourd'hui, il faut s'entourer, et je pense qu'il y a place aujourd'hui pour énormément de métiers du conseil, de l'organisation, enfin ça c'est votre job, mon gars, hein, et toi aussi, hein, et venez nous voir, quoi. Bah oui. Je suis là aussi un peu pour ça, c'est pour vous inciter à venir nous apporter des solutions pour qu'on ne perde pas de vue cet objectif, et puis peut-être aussi pour nous dérouiller un peu. Exactement, pour vous challenger. Bien, 1 minute 30 de programme. Je vais demander à l'ensemble de nos invités, ceux en tout cas qui ont eu la possibilité de rester avec un agenda, vous vous en doutez, chargé, et vous aussi, vous avez certainement une après-midi, un midi, un déjeuner, et donc on va vous libérer dans 1 minute chrono en main, mais je voulais quand même symboliquement accueillir ceux et celles qui peuvent venir sur ce plateau avec nous pour vous montrer que finalement, la relation client, c'est d'abord et avant tout une bonne équipe, soudée, capable de travailler ensemble, main dans la main, pendant plusieurs semaines pour vous offrir un programme qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura appris des choses et puis vous aura permis de vous donner envie d'aller plus loin, de vous challenger, vous aussi. En tout cas, d'autre côté, merci à l'ensemble des invités. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes au top, ne changez rien. John, il est où John, le grand patron qui est là? Pardon, prenez la place. John, que je peux tenir par l'épaule comme ça, j'en suis très fier. Merci à vous tous et on vous applaudit bien fort d'être venus ce matin.